L'avancée des neurosciences permet maintenant de comprendre l'impact des traumatismes sévères, comme ceux vécus lors des agressions sexuelles, des violences conjugales ou de la traite des êtres humains, sur le système neurologique des victimes et sur tout l'organisme. Alors, que se passe-t-il à la phase aiguë de l'agression ? En effet, de l'extérieur, on peut parfois avoir l'impression que le comportement de la victime est tout à fait inadapté au moment même de l'agression. Par exemple, la victime ne va pas forcément se défendre ou ne va pas forcément prendre la fuite. Qu'est-ce qui permet d'expliquer ce trouble comportemental ? Dans une situation non stressante, l'avant du cerveau, le lobe frontal, va nous permettre d'analyser finement le contexte émotionnel et de prendre la bonne décision. En contexte de stress aigu, donc en contexte d'agression, le lobe frontal va se déconnecter, va se mettre hors circuit, c'est ce que les psychiatres pourront appeler la dissociation, et le lobe frontal ne sera plus capable de prendre une bonne décision. Le système limbique, qui est notre système des émotions primaires, va prendre le dessus, on va avoir une sorte de balance pathologique entre ce lobe frontal qui est déconnecté et ce système limbique qui hyperfonctionne. Et ce système limbique est capable d'émotions très grossières, très violentes, et va faire prendre les mauvaises décisions aux victimes. Les victimes vont être comme sidérées et ne pourront pas fuir, ne pourront pas se défendre. Quel va être l'impact d'un traumatisme sévère sur les processus de mémorisation ? Et pourquoi les victimes ne peuvent-elles pas accéder clairement à leurs souvenirs avec des détails précis concernant les circonstances de l'agression ? Eh bien parce que le souvenir de l'agression ne va pas être enregistré comme un souvenir classique. En effet, la mémorisation se fait normalement dans les structures temporales internes du cerveau, c'est-à-dire les hippocampes, et cette mémorisation se fait sous forme d'un code dans les hippocampes, pour les souvenirs classiques. Pour un traumatisme, le souvenir ne va pas être enregistré dans l'hippocampe, mais va être enregistré de manière pathologique dans l'amygdale, qui est une structure à côté de l'hippocampe, mais qui n'est pas le disque dur de la mémoire, et qui est une structure essentiellement émotionnelle. C'est une structure qui appartient au système limbique, donc des émotions brutes, et ce système amygdalien va permettre d'enregistrer les sensations, les odeurs, tout ce qui va avec le caractère émotionnel du souvenir traumatique. On n'aura donc absolument aucun accès à des paramètres très précis, comme des paramètres de temps et d'espace, contrairement à des souvenirs classiques. Deux conséquences de cette mémorisation pathologique. Premièrement, le sujet ne pourra pas mobiliser lui-même ses souvenirs, puisqu'ils ne sont pas enregistrés dans le disque dur de la mémoire. Et deuxièmement, les souvenirs vont intervenir sous forme de flashs incontrôlables, et ces flashs qui viennent de l'amygdale vont se déclencher quand la victime sera à nouveau confrontée à un environnement qui pourra lui rappeler l'agression. Il peut s'agir de couleurs, il peut s'agir d'odeurs ou de n'importe quel stimulus de l'environnement qui ressemble au moment de l'agression. Alors, les conséquences de ces flashs seront des conséquences physiques, puisque au moment du souvenir amygdalien, vous avez toutes les manifestations physiques de la peur qui réapparaissent chez la victime, c'est-à-dire des palpitations, des frissons, tout ce qui va avec le traumatisme. Donc le sujet ne pourra pas lui-même mobiliser ses souvenirs et il sera envahi de ces flashs incontrôlables avec des sensations corporelles anormales. C'est ce qui explique le fait que les victimes ne puissent pas mobiliser clairement leurs souvenirs et ne puissent pas expliquer ce qui s'est passé avec des précisions normales. Deuxièmement, un stress aigu a des conséquences très sévères sur les processus de mémorisation à long terme. En effet, au moment d'un traumatisme aigu, l'axe du stress va se suractiver. Cet axe du stress est basé sur la sécrétion de transmetteurs biologiques
la noradrénaline et le cortisol, qui sont des transmetteurs qui nous permettent par exemple de fuir s'il y a un danger. Le problème est que cet axe de la peur va être suractivé et de manière prolongée. Et ces transmetteurs biologiques vont devenir toxiques, notamment le cortisol. Ce cortisol va aller se fixer de manière toxique et pathologique sur l'hippocampe, qui est le disque dur de la mémoire. Ceci va avoir deux conséquences. L'hippocampe ne va pas bien fonctionner et ne va plus être capable de mémoriser normalement un souvenir, même pour le quotidien. Et il y aura même une atrophie, c'est-à-dire une perte de volume de l'hippocampe qui va s'installer avec le temps. Donc on voit que cette hyperactivation du stress, qui fait suite à un traumatisme très sévère dans le cadre d'une agression, va avoir une conséquence à la fois fonctionnelle et également anatomique sur le système central de mémoire. Ceci aura pour conséquence de fragiliser les processus de mémorisation, même pour les actes de la vie quotidienne. Alors, quel est l'impact sur le fonctionnement émotionnel des victimes de traumatismes sévères? En effet, certaines victimes, lorsqu'elles relatent leur agression, ne semblent pas avoir les émotions adaptées au contexte. Comment peut-on expliquer cela? Eh bien, notre fonctionnement émotionnel normal repose sur deux systèmes cérébraux. Un système très basique, qui est le système limbique, et qui nous permet des émotions très brutes, des émotions de joie, des émotions de peur. C'est un système sans régulation et sans nuance. Il est activé dans les situations de danger extrême, de manière classique. Et nous avons un système beaucoup plus élaboré, qui est le deuxième système émotionnel, qui lui est sous-tendu par le lobe frontal, c'est-à-dire cette partie très à l'avant du cerveau. Le lobe frontal, lui, nous permet des émotions beaucoup plus fines, des émotions dites secondaires, des émotions intégrées comme l'embarras, le regret, l'admiration. Et surtout, le lobe frontal nous permet d'adapter notre ressenti émotionnel de manière très fine au contexte, à l'environnement et surtout aux réactions d'autrui. Ce lobe frontal nous permet même de comprendre ce que l'autre va penser. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Lorsqu'on a subi une agression très sévère, ce système émotionnel va être complètement bouleversé et l'équilibre entre les deux systèmes, le système limbique et le système frontal, va être totalement bouleversé. En effet, le système frontal ne va plus fonctionner de manière adéquate. On n'aura plus la possibilité d'adapter finement ses émotions au contexte. En revanche, le système limbique va prendre le dessus et va donner des sensations au sujet qui sont des sensations très brutes, non contrôlables, non modulables. On aura donc l'impression extérieure que la victime a des émotions inadaptées et ceci sera lié justement au dysfonctionnement à long terme de son lobe frontal. Les différents mécanismes pathologiques que nous venons d'aborder permettent d'expliquer pourquoi le comportement des victimes paraît parfois totalement inadapté. Déjà totalement inadapté en termes de mémorisation, puisque la victime n'est pas capable d'expliquer son souvenir de manière précise, et également pourquoi son comportement émotionnel n'est pas du tout adapté. Parfois, la victime ne paraît pas du tout concernée par ce qui lui arrive, il n'y a pas de pleurs, parfois on a même des colères immotivées qui sont complètement incompréhensibles pour ceux qui recueillent les témoignages. Eh bien, tout ceci est lié à cette balance pathologique qui se fait sur le système des émotions et sur le système de mémoire. Nous avons donc vu que ces traumatismes majeurs ont un impact très sévère sur le fonctionnement neurologique, avec une souffrance qui va se concentrer sur deux grandes régions du cerveau. La région temporale, l'hippocampe, qui est la région de la mémoire, et la région frontale, qui est cette région qui nous permet d'adapter finement nos émotions. On aura une fonction qui sera déficitaire, mais on aura également un système biologique qui sera modifié, et on aura également une atrophie, c'est-à-dire une perte de volume de ces régions principales du cerveau. On est donc véritablement dans un impact neurologique très sévère, au-delà même de l'impact psychologique qui pouvait être attendu.
Au-delà de cet impact neurologique, on sait maintenant qu'on a un impact sur tout l'organisme, notamment l'implication de l'axe du stress qui est suractivé par le biais du cortisol va avoir des conséquences sur le système cardiologique, par exemple de l'hypertension, par exemple des infarctus de stress, mais également va avoir des conséquences sur le système endocrinologique avec la possibilité de développer un diabète, et même des conséquences sur le système immunologique avec une modification des défenses immunitaires et la possibilité de développer même des pathologies hématologiques à long terme. Alors l'impact, on l'a vu, est donc très global et va bien au-delà de cet impact neurologique et psychiatrique chez les victimes. Il y a cependant une vraie note d'espoir, puisque les données des neurosciences nous permettent maintenant de penser qu'il y a une récupération possible et sur le plan psychologique, mais également sur le plan neurologique, et notamment au niveau des deux grandes régions neurologiques qui semblent souffrir. Cette note d'espoir réelle justifie la prise en charge globale et précoce des victimes des violences conjugales, des victimes des agressions sexuelles et des victimes de la traite des humains.